Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc, comme la dernière fois, pour ceux, pour ceux qui ont vu ma vidéo, la première capsule concernant l'examen de grammaire, je vous ai dit qu'il sera décomposé en 3 parties. Alors, ceux qui ont vu la première partie, je vous invite aujourd'hui à passer à la deuxième partie de l'examen. Il restera bien sûr une troisième capsule. J'ai pas besoin de vous demander de bien vouloir cliquez sur j'aime et n'hésitez pas à vous abonner parce que j'ai vu qu'il y a des gens qui regardent les vidéos et qui prennent même pas le temps, une seconde d'appuyer sur j'aime ou bien d'appuyer sur s'abonner. En tout cas, aujourd'hui nous allons passer à la deuxième partie de l'examen de grammaire, bien sûr pour les S2 qui font la littérature française. Donc le texte, vous l'avez vu, si vous avez déjà, je vous conseille de voir. De toute façon, vous pouvez commencer par la partie 2 aujourd'hui et puis revoir la partie 1. Les exercices et les parties que j'ai faites elles sont indépendantes. Vous n'êtes pas obligé de les voir dans l'ordre. Vous pouvez commencer par la deuxième, la troisième, puis après revenir parce que chaque exercice est à part entière. Alors ici, comme vous le voyez, c'est le même texte. C'est toujours comme je vous ai dit dans la première capsule. C'est un texte et de ce texte-là, on va essayer de tirer toutes les questions. Alors, sans plus tarder, nous allons passer à la première question. Alors, la première question, elle parle un petit peu des fonctions syntaxiques. Ici, c'est le texte dont je vous ai parlé. Et là, c'est la première question. Indiquer la fonction syntaxique des éléments soulignés dans ces phrases. Donc, bien sûr, ce sont des éléments du texte qui ont été tirés du texte. Alors, la première question. Vous remarquez ici qu'il y a souligné confident. Alors, on devrait dire, bien sûr, ce que c'est que confident. Ma qualité de confident. Alors, j'aimerais attirer votre attention sur un petit truc, une petite leçon de grammaire. C'est que ici, c'est ma qualité de qui ou de quoi. Mais sauf faites attention parce que ce n'est pas un complément d'objet indirect ou bien un complément, oui, un complément d'objet indirect quand vous dites la question de qui ou de quoi, pour la simple raison qu'ici, il n'y a pas de verbe. Le complément d'objet direct et indirect, c'est lorsque vous avez un verbe, par exemple, parler de qui, parler de quoi, se souvenir de qui, se souvenir de quoi. Ici, il s'agit de ma qualité de qui ou de quoi. Donc, quand vous avez ce genre de formule ou de phrase, ou bien de groupe de mots, c'est tout simplement, on appelle ça un complément de nom. Et ici, il vient de confident, il vient apporter une précision à quoi? À ma qualité. Pour vous donner d'autres exemples plus simples, vous pouvez dire le portable de ma mère. Et donc, de ma mère, c'est un complément de ton, c'est un complément, pardon, de nom. De qui? De ma mère. Ça veut dire vous apportez beaucoup plus de précision par rapport au portable. Le portable de qui? Le portable de ma mère. Ou bien la salle de cours. De cours, c'est le complément de la salle. Vous donnez une précision sur la salle. Ou bien, je ne sais pas ce que je pourrais vous dire comme autre exemple. La séance la séance, le cours d'histoire des idées. Donc, histoire des idées, c'est un complément de nom pour rester dans la littérature française. Et vous pouvez combiner plein de mots comme ça, et ça va être la fonction syntaxique, c'est un complément de nom. Donc à chaque fois que vous voyez un nom suivi d'un de plus un autre nom, ça veut dire qu'il vient apporter une précision. Donc il vient compléter le nom pour lui donner beaucoup plus de précision. Ensuite, nous avons en permanence. En permanence, c'est un mot sur le plan étymologique ou bien sur le plan français parlé. C'est quelque chose que vous avez déjà entendu, bien sûr, quand vous dites qu'il y a des médecins de permanence, il y a une sécurité de permanence, ça veut dire quelque chose, il y a des agents qui travaillent de permanence ou bien en permanence. Et bien en permanence, ça a relation avec le temps. Quand vous allez dans un hôpital, il y a une permanence. Donc ça veut dire que des personnes qui travaillent, qui n'arrêtent pas de travailler. Donc ça, ça a relation avec le temps. Pourquoi je vous dis tout ça? Parce que c'est comme ça que vous pouvez comprendre la fonction syntaxique de beaucoup de mots. Donc en permanence, puisque ça a un rapport avec le temps, on va dire que c'est un complément circonstanciel de temps. Auprès c'est un adverbe, mais auprès de mon ami,
Ça vient apporter quoi? Donc encore ici, il va falloir se poser la question parce que c'est toujours comme ça que vous allez trouver les fonctions syntaxiques. Essayez de chercher la question à poser pour savoir si vous posez la question pour comment, avec comment. Donc il s'agit de manière. Si vous posez, je ne sais pas moi, la question avec qui, ça va être un sujet. Ou si vous posez la question avec quoi, ou bien pourquoi plutôt, ça va être un complément circonstanciel de cause parce que je pose la question avec quoi. Si vous posez la question avec quand, donc vous savez que ça a trait à la durée, au temps, donc vous allez dire que c'est un complément circonstanciel de temps. Donc c'est juste pour vous dire que essayez de travailler avec les questions. C'est les questions qui peuvent vous indiquer aussi sur la nature, la fonction syntaxique des mots. Euh, alors, pour ma qualité de confident m'obligea à rester, pour ainsi dire, il reste où en permanence. Ça veut dire en permanence tout le temps. Il va rester où tout le temps? Eh bien, il va rester tout le temps auprès de son pauvre ami ou bien de mon pauvre ami. Donc, puisque je pose la question avec où je vais, où la qualité de confident m'obligea à rester, pour ainsi dire, en permanence, où? Ben, auprès de votre ami. Donc, on va dire qu'auprès de mon ami, c'est un complément circonstanciel de lieu. D'accord? Donc je pense que j'ai un petit peu insisté sur ça la dernière fois. Et donc je relance encore cela. Pour les fonctions syntaxiques, n'hésitez pas à poser des questions pour connaître un petit peu, ça va vous éclairer ou vous orienter sur la nature syntaxique des mots. Alors, pardon. Donc ici, vous le voyez, je vous ai mis les réponses ici, confident, ce que c'est, en permanence, ce que c'est, et auprès de mon ami, ce que c'est. On passe à la deuxième. Il n'avait à rougir devant personne. Il n'avait à rougir devant personne. Le mot qui est souligné, c'est personne. Ça, malheureusement, vous devez un petit peu connaître ça. C'est de l'apprentissage par cœur. Vous devez savoir que déjà la nature du mot personne, c'est un pronom indéfini. Pardon. C'est un pronom indéfini, c'est comme on. On ne connaît pas de qui il s'agit, donc on ne sait pas de qui il s'agit, donc on dit que c'est un pronom indéfini. Mais ici, quelle est sa fonction? Il n'avait à rougir, quand je vous ai expliqué dans la première capsule, que il n'avait à rougir, ça veut dire il ne doit pas rougir. En aucun cas, il ne doit pas rougir, il ne faut pas qu'il rougisse, c'est ça, il n'avait à rougir. C'est une structure comme ça, qui se dit comme ça. Il n'avait à remercier, ça veut dire il ne devait pas remercier. Il n'avait à remercier personne, il ne devait pas remercier qui que ce soit. Il n'avait à se plaindre de personne, donc ça veut dire il ne devait pas se plaindre de qui que ce soit. Donc c'est ça la signification de n'avait à rougir. Donc ici, regardez bien, il n'avait à rougir devant personne. Donc déjà devant, en premier lieu, dans la première question, je vous ai dit, posez-vous des questions. Maintenant, il y a un autre élément qui peut vous éclairer aussi. Regardez ce qu'il y a avant personne. Avant personne, il y a le mot devant. Donc devant, je suis désolé, mais vous devez savoir que devant, ça a un rapport avec quoi? Devant quoi? Devant quoi? On est en train de parler de lieu. Devant la télé, devant quelqu'un, devant un café, devant un centre, une école, devant une maison. Donc on parle de lieu. Donc puisqu'on parle de lieu, personne, qu'est-ce que ça peut être? Ben, il n'avait à agir devant qui? Devant personne. Donc on parle ici de lieu parce que de lieu, elle a la fonction de comme une sorte de préposition de lieu. Donc vous devez dire que personne, la fonction de personne, c'est un complément circonstanciel de lieu. C'est ça le rôle qu'il joue dans cette phrase-là. Donc vous pouvez changer personne avec il n'avait à agir devant aucun café, aucune maison. Vous pouvez tout simplement le changer avec un autre lieu. Donc vous voyez que pour trouver les fonctions syntaxiques, il y a beaucoup d'éléments qui peuvent vous éclairer sur cette fonction ou bien qui peuvent vous aider à trouver la nature syntaxique des mots. Premièrement, en posant des questions. Deuxièmement, il y a parfois des petits indicateurs comme les mots qui viennent avant le mot qu'on cherche, soit des prépositions, soit des adverbes, et ainsi de suite. Voilà. Je vous ai mis aussi ici la réponse et on passe à la troisième question. Par suite de son humeur soupçonneuse. Par suite de son humeur soupçonneuse.
Il se figurait que la ville entière avait déjà tout. Il se figurait que la ville entière savait déjà tout. Donc, à votre avis, quelle est la question qu'on peut poser pour répondre avec la phrase soulignée? Il se figurait, ça veut dire il s'imaginait. Il se figurait que la ville entière savait déjà tout. Donc, il imaginait, lui, que toute la ville savait, était au courant de tout. Très bien. Mais pourquoi il s'imaginait ça? C'est parce qu'il avait une humeur soupçonneuse, qui est douteuse. Soupçonneuse, c'est un petit peu comme douteuse. Donc, pourquoi il se figurait, il s'imaginait que la ville était entièrement, savait déjà tout? C'est parce qu'il était quelqu'un de très soupçonneux, c'était quelqu'un de douteux. Donc, par suite de son humeur soupçonneuse, elle vient nous montrer la cause pourquoi il se figurait que la ville entière savait déjà tout. Donc, vous remarquez que si vous passez votre temps à décortiquer par suite de son humeur soupçonneuse et vous essayez de chercher à comprendre les mots de la phrase qui est soulignée, vous n'allez jamais trouver la fonction comme il faut. En revanche, si vous posez tout simplement la bonne question, vous allez comprendre que puisque c'est la cause et elle commence par la préposition par, donc c'est tout simplement un complément circonstanciel de cause. Voilà, donc vous remarquez que j'insiste sur ça parce que je pense que c'est très important de comprendre le sens de la phrase et de se poser la bonne question. Ensuite, on avance. Ils m'en voulaient d'avoir reçu ces aveux. Alors, je vous laisse 2 secondes pour encore une fois poser la question sur le petit morceau souligné, la petite phrase soulignée, d'avoir reçu ces aveux. Ces aveux, pour les gens qui ne savent pas ce que ça veut dire, ces aveux, un aveu, c'est quand tu fais une confidence, quand tu racontes un secret, mais un secret qui est gros, qui est très important. On dit à quelqu'un, je vais te faire un aveu, donc je vais te dire quelque chose, pas forcément secret, mais parfois c'est même quelque chose qui ne se dit pas. Je vous donne un petit exemple. Des fois, des choses qui sont très difficiles à dire, tu trouves que, je ne sais pas, ton grand-père est dans une situation où il a une... ou bien ton fils te pose pour trop de problèmes familiaux à la maison. Et même si c'est ton fils, au fond de toi, tu te dis, sincèrement, j'aimerais bien qu'il parte, qu'il trouve un boulot, qu'il se débrouille, qu'il quitte. Mais c'est difficile de dire, j'ai envie que mon fils se barre, j'ai envie que mon fils parte. Et bien ça s'appelle un aveu. Ça veut dire, tu dis à quelqu'un, je vais te faire un aveu, j'aimerais bien que mon fils se parte, qu'il aille faire sa vie, qu'il aille trouver quelque chose, qu'il devienne un petit peu autonome et qu'il fasse sa vie. Bref, ça c'est pour juste entre parenthèses. Revenons à la phrase. Ils m'en voulaient d'avoir reçu ces aveux. Donc ils m'en voulaient, ça veut dire, il était fâché contre moi. Quand tu dis à quelqu'un, je t'en veux, ça veut dire, je suis fâché contre toi. Ou bien quand quelqu'un te pose la question, tu m'en veux? Tu m'en veux pour ça? Pour ce que j'ai fait? Tu vas répondre, oui, je t'en veux. Ou bien, mais non, je t'en veux pas, je t'en veux pas. Ça veut dire que je ne suis pas fâché contre toi, ou ça y est, c'est pas grave. Donc, il m'en voulait moi, il était fâché contre moi, d'avoir reçu ses aveux, d'avoir accepté d'écouter ce qu'il a dit. Ces secrets ou ces trucs qui ne se disent pas. Donc ça, tu vas poser la question avec quoi? Il m'en voulait? Comment? Non. Quand? C'est pas le temps. Donc ici, il n'y a qu'une seule question, c'est pourquoi il m'en voulait? Pourquoi il m'en voulait? Eh bien tout simplement parce que tu as reçu ses aveux. Eh bien, puisque c'est un parce que, donc le parce que exprime la cause, donc on va dire que c'est un complément circonstanciel de cause. C'est un complément circonstanciel de cause. Donc j'essaie un petit peu de décortiquer avec vous juste la manière avec laquelle vous essayez de trouver les fonctions syntaxiques. Arrêtez-vous s'il vous plaît sur les questions, beaucoup plus sur les questions, comment je peux poser la question pour répondre avec le mot souligné ou bien la phrase soulignée. C'est ça en général ce qui va me permettre de savoir ce que c'est à part lorsqu'il va souligner PAR, par, ou bien il va vous souligner SANS sans. Là il n'y a rien à... Vous n'avez pas à poser de question, vous êtes obligé de dire c'est une préposition. Vous n'allez pas poser la question pour trouver SANS parce que sans problème ou bien
je suis passionné par le cinéma et il souligne par, ben par c'est une préposition, vous n'allez pas poser des questions. Mais en général, quand ce sont des mots ou bien des mini-phrases qui répondent à une question, n'hésitez pas d'exploiter ça. Voilà. Alors, donc j'espère que j'ai été clair par rapport à ça pour qu'on puisse passer à autre chose. Euh, la diapo suivante, toujours avec le texte à l'appui, on va essayer de donner la valeur des verbes qui sont soulignés. Alors, la valeur, ça veut dire quoi? La valeur, ça veut dire, vous savez que c'est un temps, bon, et ça, il faut revenir au cours. Vous savez que, bon, c'est un futur, mais c'est un futur quoi? C'est un passé, mais c'est un passé de quoi? C'est un imparfait, là. L'exemple le plus facile, c'est l'imparfait. Oui, vous pouvez utiliser l'imparfait dans plusieurs situations, mais bon, des fois, c'est une situation de description. C'est ça la valeur de description. Je suis en train de dire que j'étais maigre. Quand j'avais 16 ans, j'étais maigre. J'étais, oui, c'est un imparfait, mais maigre, ici tu décris une situation. Quand j'étais petit, je buvais tout le temps du lait. Oui, c'est sûr que je buvais du lait, c'est de l'imparfait. Mais quelle est la valeur ici? Quand j'étais petit, je buvais du lait. Donc là, ce n'est pas de la description. Vous êtes en train de parler d'une habitude que vous aviez lorsque vous étiez petit. Je buvais du lait, je regardais les dessins animés, je jouais à la marelle ou je sais pas moi quoi. Donc vous êtes en train de parler d'une habitude et vous utilisez. Donc c'est ça les valeurs, la valeur de. Par exemple, quand je dis euh, demain je pars à Marrakech. Oui, très bien, c'est un présent ça. Demain je pars à Marrakech. Mais quelle est la valeur dans cette phrase-là? Puisqu'il y a demain, donc c'est le futur. Donc c'est un présent qui a une valeur de futur. Même si vous utilisez le présent, vous auriez pu dire demain je partirai à Marrakech. Donc le présent ici est présent, mais sa valeur c'est c'est le futur. Donc ça c'est juste une petite parenthèse sur les valeurs des temps. Bon, parfois j'avoue que parfois c'est difficile, c'est pas facile à trouver. Donc, allez go, on y va. Je noterai en passant que durant cette malheureuse semaine, j'ai eu beaucoup d'ennuis. Donc il part déjà dans le passé, il utilise le futur. Durant cette malheureuse semaine, j'ai eu beaucoup d'ennuis. Donc ici, il est en train de chercher avec je noterai en passant quoi? Je noterai en passant, c'est il n'a pas marqué cette souffrance, le fait que c'était une semaine malheureuse, il a essayé de la réduire un petit peu, de la rendre beaucoup plus acceptable en disant, je noterai en passant que dans cette malheureuse, il n'a pas dit c'était une malheureuse semaine et j'ai eu beaucoup d'ennuis, j'ai eu énormément d'ennuis. Non, il a glissé une petite phrase au futur avec je noterai en passant. Donc c'est pour ça qu'on dit, certes c'est le futur, que vous avez remarqué que c'était la terminaison du futur. Maintenant, encore faut-il remarquer que ici, il a une valeur d'atténuation. Vous essayez d'atténuer, vous essayez de réduire allez, on va dire la méchanceté, l'intensité du sentiment. Ce sentiment que vous signalez avec malheureuse ou avec cette situation que vous explicitez avec beaucoup d'ennui. Donc vous essayez euh, de réduire le côté sombre, le côté pas très délicat, pas très joli, pas très sympa de cette semaine-là où vous avez eu beaucoup d'ennuis. Donc pour réduire un petit peu tout ça et essayer comme on dit en français, de faire passer la pilule, on dit que c'est un futur d'atténuation. Ensuite, ce qu'il faisait le plus souffrir, c'était la honte. Ce qui le faisait le plus souffrir, c'était la honte. Donc ici, on remarque qu'il y a deux phrases qui s'enchaînent. Ce qui le faisait, c'est dans le passé certes, mais il est en train de raconter. Ce qui le faisait le plus souffrir, c'était la honte, c'était ceci. Donc, notez aussi que, en général, je dis bien en général, lorsque vous avez des phrases qui se succèdent avec l'imparfait, c'est souvent la valeur, elle est pas la valeur, c'est un imparfait de narration. C'est un imparfait de narration parce que vous êtes en train de narrer, de raconter. Mais ici, lorsque vous regardez bien, ce qui le faisait souffrir, le plus souffrir, donc il parle d'une période. Ce qui le faisait souffrir, c'est quoi? C'était la honte. Donc
on sent ici qu'il y a une période pendant laquelle il a souffert. D'où la valeur, c'est de la durée. Je vous ai cité tout à l'heure les deux valeurs de l'imparfait, à savoir la description et l'habitude, mais il y a aussi une valeur de durée, ce qui le faisait souffrir. Ici, ce n'est pas de la description, ce n'est pas l'habitude, parce que ce n'était pas l'habitude qu'il avait. Il parlait d'une certaine période. Ce qui le faisait souffrir, c'était la honte. Donc on dit que c'est un présent, c'est un imparfait de narration. Un autre exemple que je n'ai pas cité, que je peux vous donner très simplement, par exemple, je prenais ma douche quand quelqu'un sonna à la porte. Je prenais ma douche quand quelqu'un sonna à la porte. Et bien là, c'est pas... Vous n'êtes pas en train de décrire, je suis désolé, ça n'a pas de valeur de description, ça n'a pas de valeur d'habitude, mais ici, je prenais ma douche, donc vous êtes en train d'expliquer que vous étiez en train de prendre votre douche, et bien soudain, qu'est-ce qui se passe? C'est un téléphone, c'est quelqu'un qui frappe à la porte. Donc ici, on dit qu'il a une valeur de durée. La valeur de l'imparfait, c'est la durée. Je regardais la télé quand j'étais hier après-midi. Je n'avais rien à faire, alors je me suis dit, tiens, je vais passer la journée à regarder la télé. Alors quand je lui ai dit, qu'est-ce que tu faisais hier? Je t'ai appelé. Ah ouais, hier, je ne faisais rien, je regardais la télé quand tu m'as appelé. Ah bon, oui, je regardais la télé quand tu m'as appelé. C'est pour ça que j'ai pas entendu, j'ai pas répondu. Je regardais un film. Je regardais un film quand tu m'as appelé. Donc ici aussi, je regardais un film quand tu m'as appelé. Ça a une valeur de durée parce que tu es en train de décrire, certes, mais tu es en train de mettre en exergue ou bien d'expliquer comme quoi c'était une action qui durait. Je regardais la télé quand tu m'as appelé. Voilà. Et on y va pour la quatrième question. La quatrième question ici, c'est on va essayer de relever dans le texte quoi? Premièrement, un infinitif ayant une fonction nominale et déterminée là. Bon, un infinitif qui a une fonction nominale, ça veut dire un infinitif qui n'a pas la fonction verbale, qui n'a pas une fonction verbale, qui n'est pas verbe dans la phrase. Mais on va utiliser l'infinitif comme un nom. Quand vous dites le plus dur, c'est se réveiller. C'est se réveiller, il n'a pas une fonction, il a une fonction nominale ici, ce n'est pas le verbe. Il n'a pas le verbe dans la phrase. Quand vous dites je souffre à le convaincre, je peine à le convaincre. Ici, ce n'est pas le verbe. Le verbe de la phrase principale, c'est que je peine, je souffre. Pourquoi? Je souffre pour le convaincre ou bien le convaincre. Donc, convaincre ici, il a une valeur nominale. Ce n'est pas, il n'a pas une valeur verbale. Ce n'est pas le verbe de l'action. Donc, c'est juste pour vous expliquer un petit peu ce que c'est que une fonction nominale. Donc, le verbe, c'est le verbe rester, qu'on a vu tout à l'heure dans le texte. Je ne sais pas si on peut voir, si je peux voir le texte ici pour vous dire la phrase. Je vais essayer de retrouver le texte. Il y avait un mot rester. Je crois que c'est ma qualité de confident m'oblige à rester si je me trompe bien. Bref, on va pas s'attarder là-dessus. Donc, ma qualité de confident, si je m'en parle, m'oblige à quoi? M'oblige à rester. La phrase ici, le verbe principal, c'est le verbe obliger. Elle m'obligea à rester. Donc ici, l'infinitif, il est un infinitif, c'est le verbe rester, par exemple, dans cette phrase, et il fonctionne comme quoi? Elle t'oblige à quoi? Elle t'oblige à quoi? Ma qualité de confident m'obligea à rester. Elle t'oblige à quoi? Donc on dit il a une fonction nominale, d'accord? Et il est utilisé comme un complément d'objet indirect du verbe obliger. D'accord? Donc c'est écrit de toute façon ici. M'obligea à rester. Donc t'obligea à quoi? Donc on dit que c'est la fonction de ce verbe-là, c'est un complément d'objet indirect parce qu'on dit m'obligea à quoi? M'obligea à quoi? Voilà.
Alors, infinitif resté infinitif qui fonctionne comme le complément d'objet indirect du verbe obligé. Donc voilà, c'est bien la phrase dont je vous ai parlé. Ensuite, il va falloir qu'on cherche un groupe infinitif et analyser-le. Un groupe en infinitif et analyser-le, déterminer ses composantes et sa fonction. Alors, un groupe infinitif, la phrase, elle est n'osait-il plus se montrer ni au club, ni même dans son petit cercle. Donc, toute cette phrase-là, ça s'appelle un groupe infinitif. C'est comme euh, lorsque vous avez un groupe de mots qui commence par EN, ou bien qui commence par par, ou bien qui commence par préposition, on appelle ça un groupe prépositionnel. Lorsque vous avez un groupe de mots qui commence par un adjectif, il était malade de voir ses enfants manquant de moyens pour étudier. Vous imaginez, il était malade de voir ses enfants manquant de moyens pour étudier. Eh bien, malade de voir ses enfants manquer de... Tout ça, c'est un groupe adjectival. Donc, à partir du moment où on voit un groupe qui commence par un adjectif, qui est collé à un adjectif, on appelle ça groupe adjectival. Lorsqu'on voit un groupe de mots qui commence par une préposition, on appelle ça un groupe prépositionnel. Donc, il faut que ce soit lié. Donc, ici, on a nous est-il plus, il nous est plus quoi? Se montrer ni au club, ni même dans son petit cercle. Donc, la question, on le pose comment? Il nous est plus quoi? Il nous est plus quoi? Eh bien, il nous est plus se montrer ni au club, ni dans son petit cercle. Donc ici, il s'agit d'un groupe infinitif, car l'infinitif est se montrer. Il a bien sûr le même sujet que le verbe principal de la phrase, c'est il n'osait plus quoi, il n'osait plus quoi, se montrer. Donc se montrer se réfère à qui? À il. Et en plus, ce groupe se compose du verbe se montrer suivi de deux compléments circonstanciels de lieu. Donc c'est ça l'analyse que vous devez faire. Si vous avez découpé tout ça, vous allez dire c'est un infinitif qui est suivi de ni au club, complément circonstanciel de lieu, ni même dans son petit cercle, complément circonstanciel de lieu. Donc, ce qu'il faut retenir ça, surtout s'il vous plaît, c'est le fait que, comment vous dites que c'est un groupe prépositionnel, comment vous dites que c'est un groupe infinitif, comment dire que c'est un groupe adjectival. Eh bien, c'est tout simplement, c'est un complément qui fait parfois long, mais qui commence par un adjectif, une préposition, bien un infinitif. Donc, on l'appelle comme ça. C'est un semi-auxiliaire est précisé sa nature. Les semi-auxiliaires, c'est tout simplement les mots qu'on utilise, mais qui ne sont pas le verbe principal de la phrase. Quand vous dites je veux rentrer chez moi, le verbe principal de la phrase, c'est rentrer chez moi. Mais je veux rentrer chez moi, je veux, c'est juste un semi-auxiliaire de volonté. C'est une volonté de quoi? Parce que la phrase n'a pas de sens qui dit je veux quoi? Je veux quoi? Donc la question persiste parce que la phrase elle est incomplète, on n'a même pas encore dit le plus important, tu veux quoi? La même chose avec le verbe pouvoir, je peux, de semi-auxiliaire de possibilité. Donc je peux aller dormir, donc c'est aller dormir, là, c'est aller le verbe principal, aller se coucher. Mais je peux, c'est juste un semi-auxiliaire de possibilité. Donc je ne sais pas si en vous disant ça, vous allez remarquer aussi que je vous ai dit dans la première capsule qu'il y avait un verbe qui était le principal de la phrase et que l'autre, il était juste un semi-auxiliaire. Et bien c'est n'avait à rougir. N'avait à rougir, c'est-à-dire il ne doit pas rougir. Donc le verbe principal, c'est il n'avait quoi? Il n'avait quoi? Il n'avait à rougir devant personne. Donc le verbe le plus important, c'est à rougir, c'est lui le principal. Alors que avait, c'est juste un semi quand semi auxiliaire pardon. Donc il n'avait à rougir, on dit c'est un auxiliaire de mode bien sûr parce qu'il y a plusieurs modes comme je vous ai dit, il y a l'obligation, il y a la possibilité, il y a la probabilité. Et bien ici, comme je l'ai encore expliqué dans la première capsule, il n'avait à rougir, il ne doit pas rougir, donc c'est un semi auxiliaire d'obligation et sa fonction, c'est un complément circonstanciel de
de cause. Dans la phrase, son rôle, il est un semi-auxiliaire de cause. Il faut revenir dans le texte pour savoir qu'on pose la question avec pourquoi il n'avait... on pose la question par il n'avait à rougir devant personne. Ce qui le faisait le plus, voilà, j'ai le texte sur les yeux, ce qui le faisait le plus souffrir, c'était la honte, et pourtant, il n'avait à rougir devant personne. Devant personne, attendu que, pendant ces 8 jours, notre tête-à-tête ne fut patati patata, aucune visite. Donc, parce qu'il n'avait à rougir devant personne. Pardon, j'ai retiré ça. Donc voilà, comme je vous ai dit, n'avait à rougir, c'est un auxiliaire de mode indiquant l'obligation. Ça, il faut voir avec le cours. Donc, l'essentiel, c'est que vous comprenez que les semi-auxiliaires, ce sont des verbes qu'on met et auxquels on ajoute des verbes à l'infinitif. Et ces verbes à l'infinitif sont les vrais verbes principaux d'une phrase. Alors que les autres, ce sont des auxiliaires. Pourquoi? Parce qu'on les utilise comme l'auxiliaire. Lorsqu'on dit j'ai regardé, je suis parti, on utilise juste l'auxiliaire être avoir pour conjuguer un verbe. Ce n'est pas vraiment le verbe être ou bien le verbe avoir. C'est un auxiliaire être, auxiliaire avoir qu'on utilise pour pouvoir conjuguer. Ben, c'est la même chose ici. C'est juste avoir à rougir, pouvoir partir, vouloir rester, et ainsi de suite. Allez, on attaque la dernière partie. J'imagine, oui, c'est exactement ça. Alors ici, tous les verbes pronominaux. Ah oui, il faut dégager tous les verbes pronominaux de texte. Alors, pardon. Pour les verbes pronominaux, bon, c'est très simple. Vous allez essayer de voir, de regarder, de trouver tous les verbes qui commencent par SE, sauf que maintenant, il y a des verbes qui sont occasionnellement pronominales, essentiellement pronominales, et vous devez dire est-ce que les se, est-ce que c'est un pronom réfléchi, est-ce que c'est un pronom réciproque, ou bien sans fonction logique. Ça veut dire qu'il n'a aucune fonction lorsque vous allez voir ça le cours, mais je peux vous passer en bref les phrases. Donc ici, je vais essayer de vous montrer plutôt les réponses pour qu'on puisse discuter de ça ensemble. Alors, se sentait, verbe occasionnellement provincial, car la forme se sentir existe et il s'agit d'un pronom réfléchi. Donc très bien, qu'est-ce que ça veut dire tout ça? Il faut savoir une règle très simple, c'est que, faites attention, il y a des verbes pronominaux qui ne peuvent être que pronominaux. Il y a des verbes qui sont des verbes normaux qu'on utilise, qu'on conjugue, qu'on met dans des phrases sans le pronom réfléchi SE, comme le verbe faire, comme le verbe regarder, comme le verbe réveiller, comme le verbe coucher. Eh bien, ces verbes-là existent, le verbe coucher. Sauf que vous allez utiliser SE pour faire se coucher. Donc c'est un verbe occasionnellement. Il n'est pas toujours pronominal. On peut faire que je couche ma petite fille, je couche ma petite sœur. Mais aussi on peut faire SE quand on veut appliquer l'action sur moi. Je me couche à 8 heures. Donc à chaque fois que vous voyez un verbe que vous pouvez conjuguer et mettre dans une phrase sans le SE, vous dites il est occasionnellement pronominal. Parce que par occasion, on peut utiliser dans la forme pronominale, mais le verbe lui sans SE, il existe. Le meilleur exemple, c'est réveiller quelqu'un. Je réveille mon père, ou bien je couche ma petite sœur, mais vous pouvez aussi l'utiliser de temps en temps si vous en avez besoin. Et si vous voulez l'utiliser sur vous-même, vous pouvez dire je me couche, je me réveille à 7 heures. Donc c'est ça ce qu'on appelle les verbes occasionnellement. S'ouvrir, pareil. Pardon. S'ouvrir, pareil. D'accord. Et se figurer pareil. Donc ils sont dans la même situation ici. C'est dommage, il aurait pu changer un petit peu pour trouver d'autres formes, pour qu'on puisse comprendre autre chose, à part tout simplement ce verbe occasionnellement. S'ouvrir, pourquoi? La même définition que je vous ai dit tout à l'heure. S'ouvrir parce que j'utilise le verbe ouvrir. Il existe le verbe ouvrir. J'ouvre la porte, j'ouvre une opportunité, j'ouvre une occasion, j'ouvre je ne sais pas moi, une fenêtre, ainsi de suite, mais aussi on peut dire s'ouvrir. Et le pronom réfléchi, qu'est-ce qu'il fait? Le pronom, c'est un pronom réfléchi. Pourquoi on dit réfléchi? Eh bien, tout simplement parce que le verbe ouvrir, c'est ouvrir quelque chose, ouvrir une porte, ouvrir une fenêtre. Mais vous allez utiliser le SE. Pourquoi? Eh bien, pour réfléchir le verbe sur vous-même. Là, il ne s'agit plus d'ouvrir la porte ou bien d'ouvrir quelqu'un. Moi, j'ouvre, je m'ouvre. Je m'ouvre à une personne quand elle se présente à moi pour pouvoir parler. Le verbe se sentir, c'est la même chose. Sentir, je sens. Je sens quelque chose. Je sens quelqu'un.
Pardon, je sens quelqu'un. Je sens, je sais pas quoi, je sens une odeur. Mais je peux l'appliquer sur moi. Pour l'appliquer sur moi, il faut que j'utilise le pronom réfléchi SE. Qu'est-ce qu'il va faire SE? Il va réfléchir le verbe, il va réfléchir le verbe sentir sur moi. Donc je me sens. Je ne peux plus parler d'odeur là. Je me sens fatigué. Je me sens mal. Je me sens pas très bien. D'accord? Se figurer. Dans cette photo-là, figure un monsieur avec, je sais pas moi, avec un chapeau et une canne. Donc il y a le verbe figurer. Dans cette photo-là, figure une personne avec un chapeau et une canne. D'accord? Donc, le verbe figurer existe, mais il est occasionnellement pronominal. Je peux l'utiliser sur la forme pronominale. Qu'est-ce qu'il faut pour ce faire? C'est tout simplement, il faut que je fasse appel au pronom SE. Qu'est-ce qu'il va faire le pronom SE? Comme on a dit, il va réfléchir le verbe figurer sur le sujet. Donc, vous allez dire, je me figurais, ça veut dire je me voyais. Je me voyais comment? Je me figurais beaucoup plus capable. Donc, c'est ça la fonction d'un pronom réfléchi. Ça veut dire qu'il va venir réfléchir le verbe qui est censé s'appliquer sur quelqu'un. Là, quand vous utilisez le SE, il va venir s'appliquer sur quelqu'un d'autre. Maintenant, je vais ouvrir une petite parenthèse juste pour vous expliquer ce que c'est que parfois, là, il peut être tout simplement essentiellement pronominal. Vous pouvez tomber sur des verbes pronominaux qui sont essentiellement pronominaux. Ça veut dire quoi? Eh bien, ça veut dire que vous ne pouvez pas l'enlever le SE. Tout simple. S'absenter, vous n'allez pas me dire que il y a le verbe absenter, on peut absenter quelqu'un et par la suite, si jamais j'ai besoin de l'appliquer sur moi, je vais faire s'absenter. Non, le verbe absenter n'existe pas. Ce verbe-là, il est essentiellement pronominal. SE n'a pas de fonction, il ne réfléchit sur personne. Je ne vais pas faire appel à... Il y a le verbe absenter et quand je veux l'appliquer sur moi, je vais faire appel au pronom SE qui va venir réfléchir le verbe absenter. Non, le verbe s'absenter n'existe que sous la forme s'absenter. Point. S'abstenir, ça veut dire se refuser de. Je m'abstiens de manger. Pendant le ramadan, on s'abstient de manger du fajr jusqu'à fautor. Eh bien, s'abstenir, ça veut dire s'interdire. S'interdire, s'empêcher de. Donc, s'abstenir, je suis désolé, vous n'allez pas me dire, il y a le verbe abstenir. Il y a le verbe abstenir et par la suite, j'utilise le pronom réfléchi SE pour pouvoir l'appliquer. Donc, ce n'est pas possible. Donc, vous allez dire que c'est un verbe pronominal, essentiellement pronominal. Qu'est-ce que je peux vous dire sur réciproque? Réciproque, ah oui, je vous ai mis un exemple. Il y a des verbes que vous allez utiliser sur la forme pronominale pour que vous l'appliquiez sur quelqu'un et en même temps vous l'appliquez sur vous-même. Donc quand ces verbes sont enfin, le va-et-vient entre vous et quelqu'un, vous allez dire que c'est un verbe réciproque. Le meilleur exemple, c'est le verbe se comprendre. À vous parler de quelqu'un. Quand tu dis on se comprend, moi et lui. Moi, je m'entends très bien avec telle personne ou bien telle. Pourquoi? On se comprend. On se comprend, ça veut dire toi, tu comprends elle, et elle, elle te comprend. Ou bien toi, tu le comprends lui, et lui, il te comprend. Donc, on dit que c'est un verbe réciproque. Ça veut dire il va vers l'autre, et l'autre vient vers toi. Donc, on dit ça que c'est un pronom réfléchi réciproque. Il fait le va-et-vient. Je vous ai noté ça, je crois, ici. Exactement. Donc, voilà un petit peu quelques règles que je vous ai expliquées à ma manière pour un petit peu essayer d'en profiter en même temps que vous êtes en train de faire des examens comme ça et de corriger, vous essayez de comprendre un petit peu quelques règles de cours. Mais c'est juste pour vous dire qu'il faut vraiment étudier certes le cours, mais il ne faut pas s'arrêter sur les détails, il faut s'exercer aussi, parce qu'à travers l'exercice aussi, vous arrivez à élucider beaucoup de choses et comprendre beaucoup parfois beaucoup mieux les choses en s'exerçant parce que c'est ça le plus important parce que pendant l'examen malheureusement vous allez vous retrouver devant des exercices, on ne vous demandera pas de faire quelque chose, c'est très rare, on vous posera une question du genre faites une phrase avec un pronominal euh, un verbe essentiellement pronominal ou bien faites une phrase avec un verbe occasionnellement pronominal. Non, vous allez devoir tout simplement l'analyser, le sortir du texte, le trouver, l'expliquer, expliquer sa nature. C'est pour ça qu'il faut s'habituer sur les exercices. Voilà, ma capsule touche à sa fin. Je vous donne rendez-vous bien sûr pour la troisième capsule. J'espère que vous allez cliquer sur le bouton j'aime et vous allez vous abonner aussi. Comme ça, vous aurez le reste des vidéos. Et c'est ça ce qui nous encourage à faire. Sachez que pour faire une petite vidéo de 20-25 minutes, ça demande quand même 2 heures de temps pour préparer tous les PowerPoint,
les structures pour préparer le speech aussi, pour ne pas parler de tout et de n'importe quoi. On essaie de préparer aussi ce qu'on va dire, vous expliquer, vous dire. Voilà. Et je vous souhaite une très bonne journée si vous êtes dans la journée. Si c'est le soir que vous regardez ça, je vous souhaite une très bonne soirée. Et je vous dis à la prochaine. Allez, bye bye.